Donc un peu plus ciblé sur l'école, sur la scolarité et les réactions allergiques à l'école. Merci. Donc, quelques petites généralités rapidement, puisqu'on vient de les voir déjà, plus ou moins. Les allergies alimentaires se sont multipliées par 2 ou 3 sur ces 15 dernières années. Que les aliments concernés, donc maintenant là je parle de fréquence, sont le lait, l'œuf, l'arachide, les fruits à coque, mais on a bien dit que la gravité c'est plutôt arachide et les fruits à coque. Que toujours en fréquence, la survenue des accidents, elle est plus importante à la maison qu'en collectivité, mais qu'en gravité, c'est plus important en collectivité parce que l'alimentation n'est pas maîtrisée et qu'on n'a pas sa trousse d'urgence. Maintenant, ça vient juste de sortir, donc c'est intéressant. On a extrait des résultats du réseau d'allergovigilance de 2005 à 2015 sur 56 cas, toutes les anaphylaxies déclarées en milieu scolaire. Et on trouve les résultats suivants. 80 d'entre elles surviennent lors de repas en cantine, alors que 20% arrivent lors de la récréation. Que ce qui caractérise cliniquement, c'est que soit cette allergie peut être inaugurale, et là elle était imparable dans 60% des cas, mais qu'elle est connue dans 40% des cas. Donc en fait, quelqu'un réagit à un aliment qu'il connaissait déjà et dont il savait déjà allergique. La gravité clinique, c'est qu'on a quand même 73% de réactions systémiques sérieuses, qui touchent donc plus de 2 organes, et que les réactions mortelles retrouvées sont de 3,6%, ce qui est quand même pas rien. Les aliments ne sont pas les mêmes quand ils sont absorbés et responsables de réactions anaphylactiques à la cantine qu'à la récré. À la cantine ont été déclarés le lait de chèvre, l'arachide, le soja et le kiwi. À la récré, c'est l'arachide. Parce que dans 80% des cas, sous forme de M&M's, c'est le truc qu'on se passe comme ça à la main à la récré, quoi. Sneakers, barres de céréales. Et aussi les fruits à coque. Les facteurs associés retrouvés, ce qui ressort statistiquement, c'est plutôt chez les ados, évidemment, puisqu'ils ont une conduite à risque, même s'ils connaissent leur allergie, ils font un peu n'importe quoi. Et puis, c'est pas n'importe quel jour que ça arrive, c'est justement des journées à thème et journées du goût où on ouvre les vannes et on amène des allergènes, tout ça dans un bon sentiment sans doute, mais voilà. Et que en plus, comme c'est la fête à la cacahuète par exemple. Donc bref, conduite à tenir, eh bien, c'est pour ça qu'on met en place des projets d'accueil individualisés et qu'on espère et qu'on voudrait bien former un maximum de personnes sur le sujet, les patients bien sûr, par l'éducation thérapeutique, mais aussi le personnel médical scolaire, paramédical et les personnes de l'éducation nationale. Alors, qu'est-ce que c'est ce PAI et depuis quand? Eh bien, c'est en 1999 qu'on a créé ce PAI pour l'école. Et puis en 2003, on l'a ouvert non seulement à l'école, mais aussi dans tous les lieux accueillant les enfants en collectivité, comme par exemple les centres de vacances, de loisirs sans hébergement, les crèches, haltes garderies, etc. Alors, l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour éviter l'exclusion et l'isolement de l'enfant. Donc des fois, c'est complètement raté parce que le PAI, ça le met dans un carcan. Mais bon, ce n'est pas l'idée du tout, au contraire, bien au contraire. Le cadre réglementaire est un cadre de dialogue et d'accord entre les intervenants et l'objectif principal, c'est de rendre service à l'enfant et pas de protéger le personnel, par exemple. Les aliments à risque, c'est l'arachide, les fruits, j'arrête pas de le dire, donc je pense que vous avez entendu, les fruits à coque, les laits de mammifères, les œufs, le sésame, mais aussi poissons, mollusques et crustacés. D'ailleurs, crustacés est plus grave, et chez l'adulte surtout. Alors, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc là, c'est la partie végétale. Donc les aliments végétaux, on trouve chez l'enfant arachides, fruits à coque, mais aussi farine, un peu de légumineuses, et les protéines du lait chez l'enfant. Chez l'adulte, ce sera plutôt donc, les crustacés, mais aussi les fruits à coque et la noisette en premier, mais encore les aliments qui croisent avec leur pollen. Les principaux signes de l'anaphylaxie, sur lesquels je reviens rapidement, donc cutanéo, muqueux, cardiovasculaire, respiratoire et gastro-intestinaux, donc j'insiste pas, hein, ça peut toucher tous les organes. Les stades, on vient de les voir, stade 1, 2, 3 et 4.
Quand prescrire, ben ça, on vient de le voir également, hein. Donc, réaction anaphylactique précédente, évidemment, l'asthme, les aliments particulièrement à risque, la dose réactogène basse, la mastocytose, l'adolescent, l'accès difficile aux soins, mais aussi, comme on a dit, le protocole de tolérance et le fait de faire une première réaction anaphylactique très rapide. On s'attend à ce qu'il y ait une deuxième réaction biphasique, dont la deuxième est plus grave que la première. Donc, le PAI, eh bien, c'est un document contractuel écrit prenant en compte les besoins de l'enfant, les possibilités d'accueil et les compétences et disponibilités de chacun. Donc forcément, il s'adapte à la situation. Il est réactualisable tous les ans, exceptionnellement en cours d'année, quand il y a des modifications. Donc là, par exemple, ici, vous devez commencer à y réfléchir pour la rentrée scolaire prochaine, de façon à ne pas se retrouver d'un seul coup avec 500 000 personnes dans votre salle d'attente et qui vous demandent de remplir ces documents en 30 secondes, ce qui est impossible. Pour qui? Pour les enfants qui doivent recevoir les soins d'urgence, pour les enfants qui nécessitent des aménagements stricts. Les parties prenantes, c'est ça qui rend la situation délicate, c'est qu'il y a plein de gens qui doivent s'entendre autour de ce papier. Les parents et l'enfant, le médecin traitant, le médecin de l'éducation nationale, la collectivité avec le responsable d'établissement, l'enseignant, les partenaires extérieurs, les acteurs de la restauration collective et toute autre personne ressource. 3 volets, un volet administratif, un volet médical, un volet pédagogique. L'administratif, donc c'est le nom, etc., les médecins concernés par ce papier, les références, les numéros de téléphone, qui joindre comment, signature et date. Date, c'est important, hein, signature aussi d'ailleurs, mais parce que si on le réactualise, eh bien, il faut que, par exemple, ce contrat soit, je trouve à mon sens, un concordant avec la date de la trousse d'urgence réactualisée, etc., pour que tout soit carré. Le volet médical, eh bien, on va préciser bien sûr le protocole de soins, où sont rangés les médicaments, comment les administrer, quels médicaments administrer. Donc vous voyez, on a des tableaux précis à remplir. Nous, on les a un peu personnalisés, je vous montrerai après. Il doit être synthétique, clair et précis. Il ne faut pas que ce soit embrouillé, sinon je vous rappelle que c'est toujours dans l'urgence qu'on y a recours, hein, donc pas la peine d'aller commencer à se prendre la tête sur qu'est-ce qui est écrit, pourquoi, comment c'est écrit, etc. Ça doit être établi conformément à la prescription du médecin, accompagné d'un compte-rendu qui explique quand même pourquoi on l'a mis en place, ce PAI, que les gens ne soient pas complètement... Voilà. Et doit être rejoint dans son intégralité au PAI. C'est un document évidemment primordial, la partie primordiale du PAI. La trousse d'urgence complète ces 4 classes de médicaments. L'ordonnance de la trousse d'urgence doit être claire, récente, jointe avec les termes génériques associés, parce que maintenant en plus on a les termes génériques et puis les termes commerciaux. Et l'ordre d'utilisation, donc là il y a la partie légère, réaction légère et réaction plus grave avec le recours à l'adrénaline. Là voilà notre tableau premier âge. En fait c'est le même que tout à l'heure mais un petit peu plus détaillé où on a le nom des génériques et ça c'est pour les enfants, les petits, donc tout ce qui est sirop et pipette. Donc c'est Celestian Goose, Arierius Sirop par exemple. Et puis vous voyez que l'adrénaline c'est l'anapène 0,15 ou Jext 0,15 ou 150 pardon, c'est pour les petits c'est jusqu'à 25 kg. Et quand vous arrivez à 25, vous basculez au-delà de 25 sur le Jext 300 ou adrénaline anapène 0,30, excusez-moi. Voilà, donc là le deuxième âge c'est plutôt comprimé lyophilisa et le 300. Toujours avec les génériques associés pour que les gens ne soient pas embrouillés, parce que sinon c'est déjà assez compliqué comme ça, tout le monde est déjà assez stressé. Pareil que tout à l'heure, alors ça c'est sur le site de la Société française d'allergologie, vous pouvez le télécharger, c'est à votre disposition, il est assez bien fait, donc avec les 2 types de stylos, et là moi je vous ai fait la démo sur celui-là que je trouve plus pratique tant qu'à faire, si au lieu d'en retirer 2 bouchons, on ne peut en retirer qu'un, ben c'est encore plus pratique, me semble-t-il. Le cas particulier de l'asthme qui peut faire l'objet d'un PAI à lui tout seul, avec des pots de ventoline à l'école. Comme ça, l'enfant, il n'y a pas d'embrouille, il peut l'utiliser. Et le volet pédagogique, donc le dernier volet, où là, on précise l'organisation de la vie scolaire, l'adaptation de l'organisation, donc goûter, sortie, changement d'enseignant, anticipation des activités, etc.
Et puis en restauration collective, donc là, la grosse partie, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'on fait? On fait un panier repas ou pas? Parce que c'est la grande question de ce genre de document. Alors, le panier repas, on va en parler un petit peu. Donc tout d'abord, un petit schéma pour rappeler que le PI, ça regroupe la famille, le directeur de l'école, le médecin de l'éducation nationale et les enseignants, et qu'il faut que ça fonctionne tout bien pour qu'il soit efficace et utile. Les dérives du PAI, c'est que pour se protéger, même peut-être s'auto-protéger, parfois il y a des refus injustifiés. Il y a des mesures de prudence totalement démesurées. Alors ce qui était prévu au départ pour aider l'enfant, ça lui fait une grosse galère, quoi. Il y a parfois des inégalités, des disparités dans les traitements, et tout ça nécessite un besoin d'information et des vrais repères objectifs pour assurer l'accueil en toute sécurité. Donc voilà la grosse question, panier repas ou pas panier repas? Eh bien si le risque est faible et maîtrisable, on aura, et dans la majorité des cas, facilité à proposer une adaptation individuelle du repas collectif, c'est-à-dire substituer l'aliment qui pose problème. Donc on appellera ça un PAI avec adaptation du menu en collectivité, avec l'accord de la famille et du petit patient, bien sûr. Donc tout ça, ça sera bien précisé et on fait juste le switch, les parents ont les menus et ils repèrent les aliments qui peuvent poser problème exceptionnellement dans l'ensemble des menus. Et ce jour-là, pour ce repas-là, on va juste changer par exemple le dessert. Si on craint un fruit à la coque, parce que c'est écrit brownie, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple par exemple. Et on mettra remplacé par yaourt par exemple. Si le risque de réaction allergique anaphylactique est importante et non maîtrisable, eh bien tant pis, on demandera à ce que l'enfant ramène lui-même son panier repas ou à ce que, si les parents ne veulent pas le faire eux-mêmes, eh bien il soit fait ou livré par une collectivité. Alors c'est une décision qui est lourde parce que ça entraîne quand même une grosse galère pour les parents qui doivent faire le panier repas tous les jours de l'enfant, qui râlent un peu aussi parce que la plupart du temps, ils payent peut-être le même prix d'ailleurs pour cette cantine où ils ramènent le panier repas pour avoir le droit que l'enfant mange avec les autres. Parfois même, malgré tout, il est mis à l'écart et il mange tout seul à une table. Enfin bon, bref, donc c'est pas évident. Il faut bien vérifier, bien regarder comment c'est pris parce que comme un enfant allergique fait peur, eh bien on le met un petit peu à l'écart. C'est juste ce qu'on veut pas. Donc c'est au cas par cas. Ça dépendra bien sûr de l'aliment auquel il est allergique, s'il est fort allergique ou pas. C'est pour ça que les doses réactogènes, établir une dose à laquelle il réagit, ça permet de détendre tout le monde ou après d'alerter tout le monde, quoi, selon. Alors, il y a quand même des cas de refus, c'est quand vraiment l'allergie est trop sévère, quand elle est quasiment à l'inhalation. C'est-à-dire que même si ce n'est pas lui qui le mange, s'il respire le produit, enfin l'allergène, eh bien, il fait des réactions, notamment des crises d'asthme. Là, c'est quand même très embêtant. C'est une maman tout à l'heure qui nous parlait d'une anaphylaxie au blé sur une petite qui fait des crises d'asthme à l'inhalation. Donc ça, elle ne peut pas manger en cantine, celle-là. Ou des problèmes de comportement, alors carrément un comportement à risque évident chez un enfant qui fait n'importe quoi, qui va aller manger exprès dans l'assiette de l'autre, etc. Donc celui-là, on va éviter évidemment, parce qu'on ne gère rien du tout. Alors, les responsabilités, parce que quand même, il faut aborder ce sujet. Donc, en matière de responsabilité civile, la diligence de chacun pourra être recherchée. Donc, chacun, c'est l'enfant, mais c'est aussi sa famille, le médecin prescripteur, le médecin attaché à la structure, l'infirmière, le personnel d'encadrement, les fournisseurs, etc. Donc, en fait, personne n'est à l'abri dans cette histoire-là et tout le monde est concerné. On a quand même une obligation de moyens, donc l'organisation, la surveillance des soins, les soins, pardon, et une obligation de résultat. 5 situations sont possibles, donc où on substitue le plat avec les parents, où on adapte le plat par la collectivité, où on fait un menu spécifique préparé par la famille, ce sera donc le panier repas, où les parents y renoncent, mais il est obligatoire, donc ce panier il est livré par une collectivité auquel ils s'abonnent, enfin c'est eux qui gèrent, où l'accueil est refusé. Le panier repas, normalement, c'est quand même une garantie d'acceptation, quand même. L'accueil refusé, c'est le cas
rarissime de l'enfant tellement allergique que même s'il n'absorbe pas lui-même l'aliment, il peut être gêné, quoi. Les lignes directrices, vous allez me dire, mais c'est quoi une réaction faible, c'est quoi une allergie pas grave, etc. Donc, en fait, vous avez des guides dont je devais vous donner les références, où tout est décrit. Donc là, par exemple, au-dessus de cette ligne-là, eh bien, on substitue simplement l'aliment et le plat concerné, parce que la réaction est peu grave, ou parce que l'aliment est connu comme pas très agressif, ou parce que la clinique n'est pas agressive. Et puis après, donc ça va en s'aggravant, enfin, en réaction de plus en plus sévère qui aboutit à l'exceptionnel accueil refusé. En résumé, donc le rôle de chacun sera d'accueillir, d'écouter, d'informer et dans le pire des cas donc d'agir. Et puis voilà les références pour les contacts, pour les modèles de PAI et puis la Bible, donc le guide allergie alimentaire et restauration collective auprès de l'AFPRAL qui a été recommandé dans la norme française homologuée, c'est celui-là, pour ceux qui veulent des renseignements supplémentaires. Et voilà. Je vous remercie.